Saviez-vous qu'il y a 2000 ans à Bagdad, il y avait déjà de l'électricité? Preuve, ils fabriquaient même des piles. Des jarres en terre cuite dans lesquelles était plongée une tige en fer entourée de cuivre isolée par un bouchon. Ajoutez de l'acide et ça marche. Jusqu'à 1 volt. Pas de quoi allumer la lumière, mais ça aurait pu servir pour fondre des fils d'or sur des objets. Sauf que c'est invraisemblable, non? La technique n'existait même pas à l'époque. Cette similitude n'est certainement qu'un hasard. La tige aurait simplement pu être un support pour papyrus. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quoi ça servait. Mais l'Antiquité est loin d'être archaïque. C'était l'âge d'or des inventeurs. Certains avaient même plusieurs millénaires d'avance, alors découvrons ces inventions beaucoup trop en avance sur leur temps. Ces matériaux disparus de l'histoire. L'acier de Damas. Avec lui, on fabriquait des lames dont la réputation faisait trembler les croisés. Capables de couper la pierre comme une plume dans les airs, de rester affûtés après plusieurs batailles. Ces épées ont tenu en échec tous les forgerons européens. On le fabrique à partir du woods, un acier à très haute teneur en carbone venant d'Inde. Ils gèrent eux-mêmes la quantité de carbone en le mélangeant avec du charbon de bois, refroidi dans un four pendant plusieurs jours, permettant une diffusion homogène. Les lignes blanches que vous voyez à la surface, c'est la cémentite, une partie du carbone se formant pour renforcer la structure. À ce moment, l'acier est fragile. C'est en le forgeant à basse température qu'on lui donne sa résistance. L'acier de Damas est exporté pendant des siècles avant de décliner et de finir par disparaître mystérieusement au XVIIIe siècle. Les raisons? Source de minerais taris, routes commerciales coupées ou secrets trop bien gardés. Il ne sera redécouvert que 100 ans plus tard. Et si je vous disais qu'il existe carrément des matériaux qu'on n'a jamais réussi à reproduire? Alors que Tibère règne sur la Rome antique, un artisan demande audience à l'empereur. Il a fabriqué un matériau révolutionnaire. Intrigué, Tibère le reçoit, l'homme lui montre un bol en verre et le jette par terre. À la surprise générale, le bol ne se brise pas, il se tord simplement, comme du cuivre. L'artisan sort un marteau de sa poche et répare l'objet. L'empereur demande « Est-ce que quelqu'un d'autre sait souffler ce verre ?» L'homme, tout fier, répond que non. Alors Tibère le fait décapiter. Il était terrifié à l'idée que cette invention ne ruine la valeur de l'or et plonge Rome dans une crise économique. Cette histoire, on la retrouve dans plusieurs écrits de l'époque. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est imaginaire? Mais même là, comment ont-ils eu l'idée du plastique avant qu'il n'existe? Une théorie veut que l'artisan ait ajouté du borax qui aurait renforcé le verre, mais ça ne le rend pas souple. Alors y a-t-il vraiment un type de verre qui nous est inconnu aujourd'hui? Ça ne serait pas la première fois que les Romains inventent des matériaux oubliés. Vous êtes jamais demandé d'où venait la longévité des bâtiments romains? Le Colisée, le Panthéon ou les aqueducs? Ils ont résisté aux tremblements de terre, aux tempêtes et à la guerre. Ça fait 2000 ans qu'ils sont là, toujours debout. C'est pas du hasard. Ils utilisaient un béton spécial. Au lieu de se dégrader avec le temps, il se solidifie. C'est en 2013 qu'on en découvre le secret. Ils mélangeaient de la chaux et des cendres volcaniques, plongeaient la mixture dans l'eau de mer pour provoquer une réaction chimique. À l'intérieur du béton se forment alors 2 nouvelles roches, s'imbriquant dans la structure, comme si on rajoutait des nœuds à l'intérieur. En plus d'être solide, c'est plus écolo. Aujourd'hui, 7% des gaz à effet de serre viennent de la production de béton, à cause des 1400 degrés à atteindre. Le béton antique n'a pas besoin de ça. Au lieu des cendres volcaniques, on arrive à produire des matériaux de substitution qui durent 10 fois plus longtemps, mais c'est pas encore rentable. Si à l'avenir on trouve une solution, ça sera grâce aux Romains. En parlant de civilisation à la pointe, je vous propose d'en découvrir 13 autres avec le jeu Rise of Kingdoms, notre sponsor. Réalise tes rêves de conquête en contrôlant d'anciennes civilisations comme les Romains, la Chine ou les Vikings. J'ai préféré rester patriote avec la France et ces terribles lanceurs de haches. Grâce à leur capacité de régénération, je guéris 20% plus vite. J'ai réussi à obtenir le champion légendaire Charlemagne qui me permet d'envoyer mes unités à l'hôpital plutôt que de mourir. Toutes les civilisations ont leurs spécificités et leurs champions, du bonus de récolte à la construction. De quoi construire la ville de ses rêves à condition de faire les bons choix technologiques avant que les ennemis viennent vous détruire. Tu peux heureusement te faire aider en invitant tes amis dans de grandes coalitions. Vous voyez cette immense carte? Ça peut devenir votre fief, à condition de vaincre tous les autres joueurs qui y sont. Attention, ils peuvent être de bien meilleurs stratèges que vous. Le jeu est gratuit, dispo sur toutes les plateformes mobiles et PC en crossplay. Science Rage vous offre un bonus spécial avec le code ROCKTECHPO. Télécharge Rise of Kingdoms, le lien en description. Ces architectures antiques beaucoup trop dans le futur. À Delhi, cet objet a l'air de s'être trompé d'époque. Un énorme pilier de fer des années 400, 7 mètres de haut, 6 tonnes en fer pur. Une technique maîtrisée par les forgerons indiens que l'Occident mettra plusieurs siècles à développer. Plus impressionnant, il est en super bon état. 1600 ans en extérieur, pas une seule trace de rouille.
Pourtant, au contact d'oxygène et d'eau, le fer perd une partie de ses électrons, ce qui le transforme en oxyde de fer hydraté, la rouille. Pas pour le pilier de Delhi, le fer utilisé contient beaucoup plus de phosphore combiné au climat de la région. Des périodes très sèches puis très humides. Ça a provoqué la formation d'un mélange d'hydrogène, de fer et d'oxygène. Une couche d'environ 1/20 de millimètre qui empêche les échanges d'électrons. Toutes les constructions n'ont pas la chance de rester debout. En 2009, à Rome, on retrouve les vestiges d'une tour hors norme, datant du 1er siècle. Elle était équipée d'une immense salle à manger tournante. Une pièce en mouvement au dernier étage d'une tour de 20 mètres de haut. Il y avait tout un système de quasi-roulement à billes sur lesquels on posait une grande plaque en marbre, le tout mis en mouvement par un courant d'eau. Pourquoi faire tout ça? Un délire mégalomane de l'empereur Néron? La tour faisait partie d'un complexe plus grand, la Domus Aurea. Un immense palais, mosaïques, pierres précieuses, feuilles d'or, fontaine intérieure, jardin et une statue colossale de 35 mètres de haut. Une ode à la décadence. Malheureusement, la seule représentation qu'il nous reste de cette salle, c'est sur des pièces de monnaie de l'époque. C'est pas la plus incroyable invention architecturale de l'Antiquité, voici le Yakchal, l'ancêtre du frigo inventé en Iran au 4e siècle avant Jésus-Christ, conservant de la glace même en pleine sécheresse. Les murs sont composés d'un mélange spécial, sable, argile, chaux, cendre, blanc d'œuf, poils de chèvre, limitant les transferts de chaleur, on disait même que c'était imperméable. À plusieurs mètres dans le sol, les températures sont plus basses, l'air frais entre par des ouvertures, l'air chaud est poussé au sommet. Il y a même un récupérateur d'eau pour regeler la glace qui aurait pu fondre. Juste à côté, un cours d'eau qui servait à fabriquer la glace sur place. À l'ombre d'un grand mur, de grandes cheminées redirigent l'air frais. La révolution industrielle a failli naître 2000 ans plus tôt. Il y a un monde parallèle où Sénèque philosophe sur la condition ouvrière dans d'immenses usines produisant des statues à la chaîne. Un monde où Épictète prend le train pour aller voter et grâce au bateau à vapeur, on parle grec jusqu'en Chine. Figurez-vous que ça a failli se produire. Lui, c'est Héron d'Alexandrie, géomètre et ingénieur grec, professeur dans la bibliothèque d'Alexandrie. Dans ses notes, de très anciennes formules mathématiques, de nombreuses inventions avec descriptions et schémas détaillés. Il y a de tout, hein. Design de fontaine, de seringue, première porte automatique de l'histoire fonctionnant à la vapeur. Même un distributeur automatique, fait pour donner de l'eau bénite à l'entrée des temples. Lâcher une pièce en haut du vase, elle tombe sur un levier, ouvrant une valve, laissant s'échapper le liquide. Les Grecs adoraient ces petits automates. On en retrouve jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Souvent des mécanismes à eau. Un de mes préférés, celui des oiseaux et de la chouette. On remplit un réservoir d'où l'eau sort par une sorte de sifflet qui donne l'impression que les oiseaux chantent. En même temps, l'eau se déverse sur une coupelle, une fois recouverte, elle descend, ce qui fait retourner un hibou au sommet. Chez Héron d'Alexandrie, on a même des spectacles complexes. Tout était relié à une longue corde et un système de poulies. Le mécanisme faisait défiler des petites scènes si vous tirez sur la corde. Mais voilà, le plus incroyable, c'est la toute première machine à vapeur de l'histoire, l'éolipile. Un grand réservoir d'eau sur lequel sont posés 2 tubes de cuivre qui servent d'axe de rotation à une sphère, qui elle comporte 2 sorties d'air. Quand on allume un feu sous le réservoir, l'eau se met à chauffer, la vapeur remonte les tubes, avec la pression, elle est éjectée à grande vitesse, provoquant un mouvement de rotation. Ça pouvait atteindre les 1500 tours minute. Évidemment, c'est beaucoup plus simple que les machines à vapeur des trains, mais l'idée de base était là. C'est le premier à en décrire la construction, mais on trouve des premières mentions d'un tel mécanisme en moins 250. Ça veut dire que pendant 400 ans, les Grecs avaient des machines à vapeur sous les yeux. Et personne n'a développé l'idée. En fait, les Grecs n'avaient aucune envie d'optimiser ce genre de machine. Pour eux, la science était un moyen d'expliquer les choses, pas forcément de progresser. Ces inventions étaient avant tout des gadgets amusants. Ensuite, faut avouer, le concept était un peu différent. Les premières machines à vapeur de Newcomen, à l'origine de la révolution industrielle, ont innové par l'utilisation d'un piston. Grâce à ça, on a pu transformer la pression de la vapeur en mouvement mécanique. En fait, dans l'histoire, des tas de gens ont inventé des machines à vapeur. Des canons de Léonard de Vinci au premier prototype de turbine ottomane. Et à chaque fois, aucune n'a engendré de révolution. Ça aurait été peu probable pour les Grecs vu qu'ils exploitaient peu le charbon et leur maîtrise de la métallurgie était assez imprécise. Mais avec le bon concept, quelques siècles de réflexion, qui sait, on est peut-être passé pas loin de voir les premières fusées au Moyen-Âge. Le premier ordinateur antique.
17 mai 1902, les scientifiques explorent une épave en Méditerranée. Dedans, plus de 300 artefacts. Statues de marbre, bijoux, poteries, squelettes. Le vrai trésor, c'est ça. Un morceau de bronze complètement rouillé de moins 200 ans avant Jésus-Christ. Le mécanisme denticitaire. On n'a aucune idée de ce que c'est. À l'arrière, il y a des engrenages, une trentaine, taillés avec une précision chirurgicale. Leurs dents font à peine 1 mm de long. C'est une anomalie, ce genre de mécanisme complexe n'est pas censé apparaître en Europe avant le Moyen-Âge, 1000 ans plus tard. Le monde scientifique est fasciné, tout le monde cherche à comprendre, on dirait un objet d'astronomie, mais il est brisé en 82 fragments. Le puzzle est impossible à résoudre. Il faut attendre l'évolution des rayons X, la possibilité de produire des images en 3D pour reconstruire l'objet sans l'abîmer. Surprise, il y a carrément des inscriptions qui détaillent son fonctionnement gravé dessus. C'est une horloge astronomique ultra complexe composée de 3 cadrans montrant la position du Soleil, de la Lune et de certaines planètes. Sans oublier les phases de la Lune, les éclipses à venir, les dates des futurs Jeux Olympiques, tout en suivant le calendrier. Pendant 19 ans, tout est actionné par une seule manivelle. Le réseau d'engrenages s'occupe de tout, le plus complexe, c'est clairement celui de la Lune. Dedans, on y retrouve des épicycloïdes, des engrenages les uns à l'intérieur des autres. Ce mouvement mécanique permet de calculer la position des astres. On considère donc que c'est le premier calculateur analogique de l'histoire, l'ancêtre de nos ordinateurs. Alors, qui a pu le fabriquer? La littérature romaine mentionne parfois Archimède comme inventeur de machines similaires. Il aurait même écrit un livre pour les faire, mais on l'a perdu. Le problème de cette théorie est qu'il est mort plusieurs années avant la fabrication de celui-ci qu'on a retrouvé. Donc oui, à une époque, plusieurs mécanismes du genre étaient en circulation. On n'en connaît qu'un. Pourtant, à l'époque, on calculait avec des tablettes recouvertes de sable ou avec des cailloux. Pour compter le temps, on utilisait des clepsydres ou des sabliers d'eau. Ça marchait très bien. Pourquoi un tel bond de complexité? Pourquoi l'avoir fait disparaître de l'histoire? Rien n'est sûr, possiblement parce que c'était réservé à une élite extrêmement riche. Avec le déclin de la civilisation grecque, l'utilité d'un objet aussi spécifique était moindre. Pour certains chercheurs, les horloges du Moyen-Âge ont peut-être réinventé ce système sans savoir qu'il existait déjà un millénaire plus tôt. Sauver des vies avec des grenouilles en bronze. Grossièrement, un sismomètre est un capteur ultrasensible capable de repérer les plus petits mouvements du sol, efficace sur plusieurs centaines de kilomètres. Une technologie pareille, ça doit être récent, non? Pas du tout. Le tout premier vient de Chine, il y a 1900 ans. On le doit à Cheng Heng, brillant astronome, poète et mathématicien. Le Léonard de Vinci d'Orient. Il a fabriqué la première sphère armillaire qui fonctionnait à l'eau, documenté plus de 2500 étoiles, amélioré le fonctionnement des clepsydres et même corrigé le calendrier chinois pour qu'il s'accorde aux saisons. À l'époque, les tremblements de terre étaient vus comme des jugements divins. Si le pays en était victime, c'est parce qu'il était mal géré. Être capable de les anticiper, c'était pouvoir évaluer en direct ce que les dieux pensaient. Alors il est arrivé avec ça, un énorme vase en bronze d'1,80 m de large. Tout autour, 8 dragons représentent 8 directions, dans chaque bouche une boule, et juste en dessous, 8 grenouilles prêtes à les recevoir. Si un tremblement de terre commence, ça fait bouger l'immense pendule qui se trouve à l'intérieur, le mouvement enclenche une petite trappe, libérant la boule tenue par le dragon, tombe dans la grenouille, provoquant un son dans la direction du séisme. Il l'a offert à l'empereur, et l'objet fonctionnait plutôt bien, capable de ressentir un tremblement de terre qui ne fut annoncé que 7 jours plus tard par un messager. Le sismomètre leur permettait d'envoyer des vivres et de l'aide le plus rapidement possible, sauvant de nombreuses vies. Les technologies antiques sont souvent mythiques, genre les Égyptiens aidés par les aliens pour construire les pyramides. On prouve ça avec de soi-disant hélicoptères sur des hiéroglyphes ou des avions Inca. Bon, tout ça c'est bidon. Si les constructions de nos ancêtres sont si impressionnantes, c'est qu'ils n'étaient pas plus bêtes qu'aujourd'hui. Les Égyptiens étaient des boss en chirurgie, ont inventé le dentifrice, le maquillage. En Chine, le papier, la poudre à canon, la boussole. En Grèce, 400 ans avant notre ère, Démocrite imaginait déjà le concept d'atome. Maintenant, imaginez retourner à l'époque ancienne avec vos connaissances d'aujourd'hui. Quelle serait la première chose que vous inventerez pour changer le monde? Dites-le moi en commentaire, et encore merci à Rise of Kingdom. Allez les amis, ciao!